vais juste dire deux mots de la réalisatrice. Vous voyez, elle s'appelle Éléonore Gilbert. Et j'ai une petite fiche avec quelques éléments. Sa filmographie, pas tout à fait complète, mais 5 ou 6 films. Elle travaille à Grenoble, dans un collectif d'artistes, Utopia 182. Le film a été présenté à Traces de vie en 2014 à Clermont-Ferrand, avec le prix du premier film professionnel. Dès que j'ai vu ce film, j'étais saisi tout de suite. C'est une petite fille qui fait devant nous une carte et elle montre que la cour de l'école est genrée. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour montrer ça justement, mais sans trop réfléchir. Je commençais à l'analyser et puis je me suis rendu compte évidemment qu'il y avait beaucoup plus que ça. Et précisément, c'est l'intérêt. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase-là. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir régler ça. Précisément, c'est pas le fait que l'espace soit genré qu'elle nous montre, c'est que elle est dans un processus et tout le film nous raconte ce processus. Mais évidemment, l'intérêt, c'est qu'il le raconte avec des moyens extrêmement limités et c'est ce qui fait l'intérêt. Alors, pour préciser ça, puisque le titre c'est Espace, je vais vous proposer une analyse en 3 parties qui sera consacrée à 3 espaces. D'abord l'espace du récit, l'espace social, et puis après, parce que finalement c'est aussi un des grands intérêts du film, c'est l'espace graphique, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur le papier. Alors je commence par le premier espace. Donc j'ai sous-titré Éléonore nie et le dispositif, parce que ça va être l'occasion aussi de présenter le film tel qu'il s'est réalisé, puis ses éléments principaux de mise en scène. Alors j'ai fait un petit schéma très simple sur la mise en scène. Vous voyez, je l'appelle ça le dispositif. Mise en scène, donc les éléments du décor, accessoires, cadre et montage. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que le film est minimaliste, donc pour la mise en scène, ça va très vite. Mais en même temps, si on réfléchit, c'est le paradoxe, hein, c'est-à-dire un film minimaliste, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pourquoi il est minimaliste? Parce que, vous le voyez, donc on a un seul personnage qui s'appelle Ni. Vous avez, disons, le cadre de la séquence intérieur appartement. Il y a très peu de choses, hein, une table basse, des coussins, une feuille, un crayon. Ce que ne dit pas la réalisatrice dans la plupart de ses commentaires, c'est que précisément c'est sa fille. Ni, c'est son prénom, et la fille d'Éléonore Gilbert. Et Éléonore Gilbert, c'est celle qu'on entend hors champ, en voix off, dans la deuxième partie de la séquence. On voit bien que c'est minimaliste parce qu'on n'a que 2 séquences. La première en plan fixe, qui est un plan séquence. Et d'ailleurs, Éléonore Gilbert explique qu'elle voulait faire seulement un plan séquence, mais elle sentait qu'elle pouvait prolonger, donc elle a prolongé par des questions. Après, au montage, elle a retravaillé ça. Donc on a une seule échelle de plan, hein, qui est un plan rapproché. Et puis dans la deuxième partie de la séquence, on a toujours un plan fixe, enfin des plans fixes, avec des coupes, des jump cuts. Et on a une variation au niveau de l'échelle de plan très très minimale. Voilà. Alors, les 2 séquences sont coupées en 2, là, et c'est juste au milieu, à la 8e minute, le film faisant 15 minutes. Voilà un dispositif minimal. Ce qui m'intéresserait dans ce premier temps, que j'appelais l'espace du récit, c'est de comprendre comment ça s'est mis en place. Donc, j'ai eu la chance de lire un entretien remarquable, où elle décrit dans le détail le processus de réalisation, et surtout elle fait une analyse, donc Éléonore Gilbert, vraiment que j'ai trouvé magnifique. Alors, comment ça s'est passé? Juste quelques extraits. Vous voyez, elle dit « Un soir, s'emparant de mon carnet comme support, ma fille, Ni, me raconte à l'aide d'un croquis les problématiques rencontrées dans la cour d'école. Je l'écoute jusqu'au bout, puis je lui propose que nous filmions ceci en prenant une feuille plus grande. » Voilà. Précisément, si ce plan n'est pas soigné quant au décor, si la petite fille est habillée à l'ordinaire, c'est parce que précisément c'est un moment ordinaire. Et c'est juste ce moment-là qui se joue, c'est-à-dire c'est un moment opportun. Elle a senti que sa fille avait beaucoup de choses à dire et elle a commencé à écrire sur un carnet. Et donc là, c'est le talent du documentariste aussi de saisir ce moment, s'en emparer, se dire tiens, on pourrait s'installer dans le salon avec très peu de préparation. Tu vas me dire ce que tu as pensé au préalable. Bien. Alors, je pense que ce qui est important aussi maintenant, c'est de réfléchir à tout l'intérêt que représente justement le dispositif. D'une certaine manière, Éléonore Gilbert fait aussi une carte. C'est-à-dire qu'elle présente la carte de telle sorte que presque une vision cartographique de la carte. Voilà. Alors, on va voir que justement, elle explique ça très bien. Alors, je lis. Le dessin permettait à Ni de poser son regard et ses mains. La caméra n'était pas l'enjeu fondamental, mais bien ce qui était en train de se déplier par le trait. Donc, vous voyez, en fait, dans son dispositif, elle a senti aussi qu'il fallait qu'elle place la caméra de telle sorte que Ni allait pouvoir se concentrer sur ce dessin. Alors, elle ajoute
Et là, un monde surgissait, c'est cela que l'on filmait, pas seulement la fillette. Ça qui va être très intéressant, c'est que finalement, elle va nous représenter tout un monde. Le dessin a permis que nous regardions ensemble quelque chose. Nous, public et elle filmée, nous tournions vers un objet. Nous étions assis ensemble, nous nous penchions sur la feuille. Alors, je m'arrête, c'est là que le dispositif est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que nous, spectateurs, on est tout simplement en train de regarder la carte se faire. Et finalement, la carte, qui est une carte heuristique, c'est une carte qui permet de penser, on la regarde et en regardant la carte se faire, finalement, on pense on pense avec Ni et on comprend ce qu'elle veut dire. Et on comprend aussi toute la tension intellectuelle qu'elle met, nous la partageons. Alors je finis. Le dessin est un objet extérieur, quelque chose que l'on partage avec le regard. Ça donne une certaine puissance à la parole, ça la met à plat. Alors le dessin est d'abord une carte. Il y a des questions d'échelle, de sens, les éléments crayonnés se veulent proportionnellement corrects les uns par rapport aux autres. Il y a les légendes, mais en même temps, ça échappe un peu à la dessinatrice. C'est sûr que le dessin lui échappe. En direct, on assiste à la mise en œuvre d'une représentation du monde avec toutes les difficultés que cela suscite. En général, on ne fait pas de carte pour une histoire de cours d'école. Ceci participe à l'aspect drôle, tout en donnant un crédit au propos, puisque justement, on lui fait sa carte. Et il a le même enjeu, qui est celui du rapport entre dessin et connaissance. Alors, dessin, connaissance et cinéma. Alors, je relis la phrase d'Éléonore Gilbert. Le dessin a permis que nous regardions ensemble quelque chose. Nous, public et elle filmée, nous tournions vers un objet. Vous avez deux autres formules d'un anthropologue, Jack Woody, d'un philosophe Nietzsche, qui disent la même chose. N'y aurait-il pas une manière proprement graphique de raisonner, de connaître? Et donc cette phrase de Nietzsche, nos outils d'écriture participent à l'élaboration de nos pensées. Alors là, c'est l'écriture, c'est pas le graphisme, mais enfin, on sent que c'est la même démarche. Le point commun, c'est précisément ce processus qu'utilise le documentariste de faire naître une parole et une pensée sur une base graphique et de cadrer ce processus graphique de manière très, très claire, en plan rapproché. Une fois qu'on a compris finalement l'essentiel de ce dispositif, toute sa portée, puisqu'il nous permet de penser, de concevoir un monde, c'est d'explorer, enfin de nous dire ce que nous révèle Ni. Elle nous permet de penser cet espace qu'est la cour d'école. En quelque sorte, elle l'objective, enfin, elle l'investigue, elle l'objective, et elle va nous permettre de comprendre ce qui se passe, mais elle dit plus que cela. Elle explique aussi tout le processus qui se joue quand précisément des rapports de force et de lutte s'engagent à propos de cet espace. Donc j'en viens à ma deuxième partie qui portera donc sur l'espace social. Donc il va être question de genre, de l'espace du dedans et de l'espace du dehors, et bien sûr de la critique, parce que sa carte est une carte critique. Bien. Alors j'ai mis en schéma le monde. J'ai fait l'espace ici, l'espace des filles et l'espace des garçons, c'est les deux principaux cadres. Bien. Alors, l'espace des filles, il est plus petit, pour la raison que Ni explique bien. Si on additionne tous les espaces qui nous sont réservés, certes, il n'est pas négligeable. Mais elle dit, bah oui, mais justement, ils ne sont pas rassemblés, ces espaces, donc ils sont divisés. Donc, l'espace des filles est à la périphérie. Je devrais commencer par l'espace des garçons. Il est au centre de la cour. C'est un grand espace, je l'ai dit. C'est un espace dont ils ont le monopole. Donc, du coup, l'espace des filles, c'est un espace à la périphérie, il est plus petit. Et c'est un espace de relégation. Alors pourquoi relégation? Alors fondamentalement parce que ça justement, c'est ce qu'on apprend dans le film, c'est qu'il y a une violence que j'ai signifiée par ce trait rouge, que j'appelle une violence physique, évidemment elle est relative. Il les repousse, elle pourrait être verbale, il y a de toute façon une limite qui est marquée. Je vais passer tout de suite à l'espace du dedans, et l'opposition entre l'espace du dedans et l'espace du dehors. L'espace du dehors, c'est la cour. C'est toutes les structures, finalement, dans lesquelles les enfants évoluent toute la journée. Ça, c'est l'espace du dehors. Mais ce qui est très important, et ce qu'elle dit très clairement, c'est que si cet espace du dehors est aussi bien structuré, c'est-à-dire s'il y a une tendance à ce que s'impose dans l'ordre des choses cette division hiérarchique entre un espace périphérique pour les filles et un espace central pour les garçons, c'est que précisément... il y a à l'intérieur des sujets, des petites filles et des petits garçons, une logique, qui est la logique du genre. Voilà. Ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas adhésion. C'est-à-dire que, en fait, la violence physique ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi des dispositions construites par le processus d'éducation, de socialisation. C'est-à-dire, tout le monde a pris le pli de la virilité
pour les garçons, de la docilité pour les filles, et qui fait que ça se joue comme ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, le genre, c'est-à-dire ce rapport de domination, qui est ici spatialisé, est introduit par les sujets, est imposé dans les sujets via ce processus, et on appelle cette violence symbolique. C'est-à-dire qu'elle se distingue de la violence physique au sens où ce sont des éléments culturels, des affects qui sont intégrés par les sujets et qui font que les filles vont préférer jouer à la corde à sauter et les garçons au foot. Alors c'est tout l'intérêt du panier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les garçons qui interdisent. Les filles veulent bien que les garçons prennent les raquettes, les balles, les ballons, mais pas qu'ils prennent les cordes à sauter. Elles disent que c'est que pour les filles, les cordes à sauter. Voilà. Donc en fait, voilà, ça ne fonctionne pas que par le principe de la violence physique. Ça fonctionne par un principe qui est donc cette violence symbolique, c'est-à-dire que voilà, chacun a intégré cette logique. Alors, le panier, bon, il est là, et donc elle explique bien que dedans, dans ce panier, c'est encore un espace, dans l'espace du panier, il y a des jeux de raquettes, des jeux de balles et des cordes à sauter. Et ce qu'elle explique, c'est que les filles s'organisent pour que les cordes à sauter leur reviennent strictement et que les garçons ne les prennent pas. Donc c'est elles aussi qui, avec une forme de, Bourdieu dirait, de complicité, qui jouent le jeu des garçons en assignant aux filles la nécessité de jouer à la corde à sauter. Bon, cette logique, on la trouve ici. Quand on regarde les catalogues de jouets, les jeux pour les filles sont des jeux pour l'intérieur, des jeux d'éducation, et à l'inverse, les jeux pour les garçons vont être des jeux justement pour le combat, pour la force, et justement combat qu'ils vont pouvoir livrer contre les filles si elles cherchent à s'immiscer dans leur espace. Il y a une dernière image sur ça qui est très intéressante, j'aime beaucoup montrer parce que finalement, elle est double. Ça, c'est les jeux de construction. Les constructions. Et en fait, donc, les filles et les garçons jouent aux jeux de construction, mais ce n'est pas les mêmes constructions. Là, les constructions techniques des garçons qui vont tourner vers l'extérieur, les machines, les perceuses, voilà, et les filles qui vont construire, mais construire pour le décor, pour la maison. Ça fonctionne bien sur le schéma, c'est-à-dire qu'on va avoir une relégation possible et un monopole possible. Voilà. Alors, il y a un autre espace qui est intéressant. Le mot espace ici est un sens évidemment métaphorique, c'est l'espace des luttes. Alors, justement, Ni est au centre. J'ai mis un cercle ici pour le différencier. Alors, Ni, elle est en lutte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord, et elle le dit, elle fait voice, si vous voulez. Elle n'accepte pas l'ordre genré du monde. Elle dit, c'est pas parce qu'on est des filles qu'on n'a pas le droit. Et à plusieurs reprises, ça revient. Donc, c'est ce que j'ai symbolisé par ce petit signe-là, ce petit doigt-là. Le film montre cette lutte se construire avec les atouts et les problèmes qu'elle rencontre. Alors, parmi les atouts, précisément, il y a un certain nombre d'autres enfants de sa classe ou de son école qui font alliance plus ou moins avec elle. Alors, il y a Fleur, qui est la seule des filles qui, précisément, fait alliance avec Ni pour jouer au foot. Elle désire jouer au foot. Voilà. Alors que les autres filles, on comprend que quand elles désirent jouer au foot, c'est à la condition de jouer au foot avec les filles. Il y a Manon qui est entre les deux et Doua qui visiblement accepte parfois de faire alliance avec Ni, mais enfin, pas au point de désirer jouer avec les garçons. Et puis, vous avez une opposition aussi entre donc, Yacine qui représente les garçons intransigeants, qui n'acceptent aucune forme de négociation, qui préserve le monopole par les garçons du centre de la cour. Et finalement, c'est l'intérêt du film, c'est qu'il nous montre que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Ma première vision du film est une vision superficielle, j'ai dit c'est genré, mais ensuite, ce que le film apporte, c'est que précisément, c'est assez compliqué, parce qu'il y a des garçons qui sont avec Ni. D'accord, elle dit Ni que Céphéline est assis avec elle dans la classe, et il fait alliance avec elle pour que, justement, elle puisse jouer au foot avec les garçons. Voilà. Donc, c'est vraiment un espace de lutte au sens où, précisément, on n'a pas une coupure binaire entre les deux espaces qui serait définitivement établie. On a une division qui est sur la brèche. Voilà. Alors, c'est ce que j'appelle l'élément critique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, Ni, elle porte une critique. C'est ça qui est intéressant. Elle n'est pas d'accord. Elle n'accepte pas. Donc, c'est une critique de type féministe. Avec quelques mots-clés. Donc elle va énoncer, elle va dire ce qui est, mais pour dénoncer.
Donc c'est une énonciation d'énonciation. Donc là, j'ai mis riposte féministe. Alors ce qui m'intéresse, c'est que ce qui caractérise Nie, c'est qu'elle est déconstruite. C'est-à-dire qu'en fait, son espace du dedans est un espace qui n'accepte pas la logique de genre. Hein. Alors elle l'a déconstruit, ou plutôt on l'a pas construit en elle. Alors ce qui est très important, c'est que vraiment c'est lié à son capital culturel, puisque c'est la fille de Éléonore Gilbert. On comprend par les mots de sa fille que précisément elle lui a dispensé une éducation au minimum neutre, mais au maximum critique. Voilà. Et donc elle est porteuse de cette pensée intellectuelle qui refuse cette construction du monde. Voilà. Donc elle est au milieu, pris dans un monde construit qui ne la satisfait pas. L'espace du dehors est construit selon une logique qui n'est pas compatible avec la manière dont son espace du dedans est construit. Alors je vais dire deux mots de cette cartographie, enfin ce que j'ai appelé une cartographie radicale, par référence à un ouvrage qui est paru cette année. C'est deux chercheurs en géographie, Neptis Sver et Philippe Rekasevitz, qui ont publié dans cet ouvrage des cartographies qu'ils appellent radicales, c'est-à-dire des cartographies qui portent toujours sous une forme graphique et spatialisée des rapports de violence et de domination. Alors, il y a un moment important où Nie explique qu'il y a un planning qui est fait et qui est destiné à mettre un peu d'ordre dans la cour de récréation. Alors, je ne suis pas certain que le planning vise vraiment à résoudre le problème de division de la cour entre les filles et les garçons. Si, sans doute, puisqu'il y a une répartition des jeux. Mais ce que révèle bien Nie, c'est finalement une certaine impuissance de l'école, hein, puisqu'elle dit aussi que si elle en parle à la maîtresse, la maîtresse dira que ce n'est pas vraiment important. Donc l'école n'est pas toujours aussi critique qu'il le faudrait. Ceci dit, quand on regarde sur Internet, on s'aperçoit que des écoles cherchent à résoudre le problème de la division de l'espace entre les filles et les garçons. Il y a des villes ou des écoles qui lancent des opérations avec des sociologues, des urbanistes, des spécialistes de l'aménagement de ces espaces pour résoudre le problème. Alors je passe au troisième espace, qui est l'espace graphique. Donc je vais revenir sur la carte, le schéma et le dessin d'art. Alors pour ce qui est de l'ensemble, cet espace graphique, en fait, je l'ai fait en fonction d'une variable qui est celle du temps. On voit, selon moi, une progression. Et c'est pour ça que je pense que le film m'a particulièrement marqué du fait de cette progression graphique. Alors au début, elle est dans la revendication. Elle dit « oui, mais nos problèmes, c'est à cause d'eux ». Donc toute la première séquence, c'est une séquence qui est même centrée sur la carte. Donc j'ai mis cartographie radicale. Dans cette première séquence, il y a le schéma heuristique, où elle tourne la feuille, elle fait ce dessin qui permet de comprendre justement l'espace du dedans, qui explique là, ici, dans le panier, il y a les signes qui nous font comprendre que l'espace du dedans rend possible la structure de l'espace du dehors. Et ensuite, nous avons un passage. Donc ici, c'est le milieu du film. La deuxième séquence montre une évolution vers le temps du doute. Voyez. Alors, ça se voit déjà quand le schéma heuristique se trouve en voie d'artification, transformé en œuvre d'art, et que ça commence. Bon. Mais c'est flagrant ici, où là on peut considérer que, c'est pas qu'elle déconstruise, qu'en fait, progressivement, elle sent que plus elle pense à la situation grâce à sa carte, plus se révèle pour elle la problématique. Et donc plus elle délaisse les dispositions à objectiver de manière objective, et là ici elle va plutôt exprimer dans ce schéma, enfin dans ce dessin que j'ai appelé d'art, elle va exprimer sur la feuille ses doutes, ses hésitations, ses colères aussi. Hein, ces deux marques sont des marques de colère, hein, ça apparaît clairement. Après le schéma, elle le remodifie, elle revient à quelque chose qui est plus heuristique, plus lié à ça, mais au bout du compte, on a cette évolution. Et cette évolution, elle concerne aussi le schéma heuristique, puisque vous le voyez, ici, elle a ajouté d'autres dessins, et il s'est transformé progressivement. On est parti d'une cartographie radicale avec la cour de l'école, un espace genré, c'est le temps de la connaissance, donc un schéma heuristique, des paniers de jeu, un schéma critique et un dessin d'art. Alors en un sens, ma proposition, c'est que finalement, elle a fait un peu la même chose que ces grands plasticiens. Oui. Donc des grands peintres
américain, Jasper Jones. Et c'est ce qui fait la beauté du film, quoi. C'est qu'il a aussi cette dimension plastique et qui contraste justement avec le dispositif ultra minimal. C'est un très beau contraste avec cette évolution graphique. C'est l'expression de sa subjectivité en tant qu'elle est justement traversée par ce doute, mais aussi peut-être par aussi la puissance de son projet qui est démesurée. C'est pour ça que sa maman, sans doute, s'est dit, elle commence à dessiner sur mon carnet tout en parlant, et elle a dû se rendre compte aussi que là, il y avait quelque chose d'extraordinaire, dans une sorte de moment sociologique assez stupéfiant, où toute la complexité du monde social est portée au jour par la parole de cette petite fille.